Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. Une saga transgénérationnelle. Le livre des nuits 1985 et Nuit d'Ambre 1987. Ce qui m'intéresse, c'est de déclencher tout un processus de mémoire, d'imaginaire et d'inconscient. Sylvie Germain, il était une première fois. Continuum, Canada, 14 octobre 1985. La quête de Sylvie Germain se fait spontanément régressive, à contre-nuit, na. 18. Comme s'il lui fallait constamment saisir l'origine de la crypte, que portent en eux les personnages venus la visiter, et comprendre ainsi un présent perçu comme obscur et souvent douloureux. Nous retrouverons une semblable démarche dans son dernier roman, Magnus, dont le héros peine à s'arracher à la quête obsédante d'un passé enfoui pour aller au-devant de soi. La genèse et le déroulement du premier massif romanesque est encore plus caractéristique de ce processus, car l'image génératrice de la grande saga des Péniel contée dans le livre des Nuits et Nuit d'Ambre est celle de la lutte avec l'ange, qui vaut à la tribu son nom de Péniel, nom de la montagne où Jacob a lutté avec l'ange, comme le rappelle l'épigraphe de Nuit d'Ambre, lutte qui ne trouvera sa place que vers la fin du second roman. C'est que, pour comprendre et justifier cette scène, Sylvie Germain n'a pas eu seulement besoin de retracer la vie de ce personnage de l'après-guerre, mais héritier de toutes les guerres qui l'ont précédé. Il lui a aussi fallu aller au rebours de l'histoire, LN 11, raconter toute l'histoire de la tribu dont il est l'héritier, l'histoire d'un cri qui s'est transmis comme une malédiction d'âge en âge, manifestant et symbolisant la crypte familiale. Nuit d'Ambre est en effet l'enfant de l'après-guerre d'après toutes les guerres. Il était aussi l'enfant de l'après-frère, de l'après-cri de sa mère, de l'après-sanglot du père. Na. 47. C'est ainsi que la romancière opère sa première remontée au monde magique et fabuleux de l'enfance, un monde de contes et de rêves où les réalités de l'histoire prennent les couleurs du fantastique et du merveilleux. L'histoire d'un cri. Tous les malheurs et tous les maux qui ont précédé le personnage de Nuit des Ambres et qui vont se trouver encryptés en lui, sont emblématiquement concentrés dans le mystérieux cri, qui ouvre à la fois le livre des Nuits et Nuit d'Ambre, le premier roman ayant été d'abord conçu comme une sorte de préambule au second. L'énigmatique cri de sa mère, LN 11, qui ouvre le livre des Nuits est bien celui de Pauline, la mère de Charles Victor dit Nuit d'Ambre, explicité par la reprise de l'expression dans le préambule de Nuit d'Ambre, cri provoqué par la mort de son premier-né, Jean-Baptiste. Cri qui inaugure sa folie et détermine l'abandon de l'autre enfant, Nuit d'Ambre. Cri qui provoque la formation de la crypte du héros et qui pèsera sur tout son destin. Cependant, on voit dès l'incipit du livre des Nuits que ce cri et cette nuit venaient d'infiniment plus loin déjà, de plus loin que la folie de la mère. Il s'en venait du fond du temps, écho toujours ressurgissant, toujours en route et en éclat, LN 11, bref, qu'il est inassignable, au-delà de l'histoire d'un homme et de sa famille. C'est donc l'histoire d'une mystérieuse crypte transgénérationnelle qui nous est contée et qui prend les allures du conte et de la fable autant que d'un roman. Dès l'ouverture de sa thèse de doctorat, Sylvie Germain épinglait en épigraphe les mots d'Edmond Jabès qui ouvrent Nuit d'Ambre. Que se passe-t-il derrière cette porte ? Un livre est en train d'être effeuillé. Quelle est l'histoire de ce livre ? La prise de conscience d'un cri. La saga qui s'ouvre se présente donc comme l'histoire d'un cri, symbole de la douleur au-delà de tous les maux, symbole de malheur et de châtiment, qui trouve son origine dans la nuit des temps et se répète de génération en génération. Pourtant celui qui ouvre Nuit d'Ambre devrait être un cri heureux, puisque c'est celui que profère Théodore Faustin dès avant sa naissance, LN 19, annonçant son entrée dans la vie après la série de morts de ceux qui l'ont précédé. Mais dès cette première page, le leitmotiv de ce cri victorieux, répété 9 fois dans la première séquence, est associé à la nuit, à la douleur, et surtout à la grande malédiction familiale et ancestrale transmise par le corps fou de sa mère. C'est le cri de la perte, de la malédiction de l'abandon et de la mort, du deuil, le cri qui va dominer toute cette histoire, d'âge en âge, pour finir par s'incruster au fond de Nuit d'Ambre. Dans sa thèse, Sylvie Germain commentait déjà le cri dans cette perspective de phénomène limite et de malédiction transgénérationnelle, désappropriant l'individu et creusant en lui sa crypte. Cri, point de tangence entre parole et silence, entre sens et non-sens, entre être et non-être, entre audible et inaudible. On crie toujours en porte-à-faux, sans aucun point d'appui en soi-même, sans fondation ni stabilité. On crie toujours des tréfonds de sa chair mise à nu,
transfondé de néant, brûlé de nuit, de désir et de perte, roué de manque. On crie toujours à vide, des confins de la terre et des hommes, dans l'irruption du temps et la plus essentielle proximité des hommes. On crie toujours dans le désert. Avec le cri se pose donc le problème de la désappropriation. Car le cri où se propage et se prolonge l'écho de l'origine n'appartient pas à celui qui le lance, qui déjà lui-même ne s'appartient plus, étant séparé de lui-même, arraché à soi, exilé, habité, voire hanté par un autre. Ce cri sera en nuit d'ombre, le fantôme qui ne cessera de le hanter associé à la nuit. Mais cette nuit qui se saisit de lui, rouant pour toujours sa mémoire de frayeur et d'attente, et ce cri qui entra dans sa chair pour y prendre racine et y porter combat, venait d'infiniment plus loin déjà. Hélène 11. La nuit qui, par le cri de sa mère un soir de septembre s'empara de son enfance, ne le quitta jamais plus, traversant sa vie d'âge en âge, et proclamant son nom au futur de l'histoire. Na 19. Or au seuil du premier livre, cette même proclamation liminaire se terminait par les mots « et déclinant son nom » au rebours de l'histoire. Hélène 11. Toute l'histoire se déroule donc selon une tension entre une marche à rebours et une autre vers le futur, avec de l'une à l'autre le cri, l'histoire d'un cri devenu fantôme, dans la crypte de Nuit d'Ambre, et qui ne se comprend qu'à travers l'histoire des noms qui vont défiler dans la nuit de ce livre des noms devenus cris, Na 17, engagé au rebours de l'histoire. Au terme de ce parcours et de ces épreuves. Nuit d'Ambre, devenu le vagabond qui portait Dieu sur ses épaules, Na 430, sera alors capable de témoigner au futur de l'histoire. Un univers magique. Les 12 nuits, qui jalonnent l'histoire de la famille Péniel dans ces deux romans, constituent une véritable saga qui reprend à sa manière les épopées antiques composées de 12 chants. Car il s'agit bien d'une sorte d'épopée qui conte l'histoire de héros prenant un caractère exemplaire, tout en s'enracinant dans la grande histoire des guerres pendant un siècle et demi. Et comme dans l'épopée, on y devine la présence agissante d'une instance supérieure, tandis que bien des personnages et des événements y relèvent du fantastique et du merveilleux sans qu'en soit affectée l'impression de réalité et de vérité. L'univers des contes est toujours là, prêt à se manifester. Le corps de Vitalis s'évanouit au moment de sa mort, ne laissant que son ombre. Victor Flandrin devient vulnérable grâce à elle. Un loup survient qui devient son ami. Une femme enceinte se retient d'accoucher durant 2 ans. Des corps deviennent transparents, Hortense se nourrit de terre pendant sa grossesse, et Juliette d'insectes finissant par accoucher d'un essaim d'insectes, etc. Nous sommes bien plongés dans le temps immémorial et fabuleux des origines, le monde magique de l'enfance. Mais ce sont aussi autant d'indices de toute autre chose, de curieuses et merveilleuses manifestations d'une crypte logée en chacun des personnages concernés, et qui mettent sur la voie de leur côté tellurique et chtonien. Cette remontée au temps des origines s'effectue dans un grand mouvement de régression au sein maternel, qui ne cesse de se manifester. Les personnages évoluent d'abord dans un hors-temps et dans un micro-univers à l'écart des remous du monde. La péniche initiale est celle de Vitalis, la mère ancestrale, son époux se trouvant d'emblée relégué en marge du récit, tant comme géniteur que comme être viril. Le début de l'histoire se concentre donc sur le couple mère-enfant, au sein de l'univers utérin de l'eau douce, où la récurrence des mots lait et laiteux évoque la douceur et la sécurité matricielle. Ce monde maternel imprègne tout, y compris l'amour sexuel. Vitalis se remémore ses nuits. Si vive à sa mémoire et violente encore à sa chair, où son corps submergé du corps de son mari blanchoyait sous les draps comme un grand bain de lait au goût de coing et de vanille. Hélène 32. Cet âge d'or de l'amour contraste avec celui qui sera évoqué plus tard, souvent brutal et violent. Cependant cet univers fabuleux, qui va en effet sombrer dans les nuits et le mal, continue à être hanté par un rêve de retour au sein maternel. Vitalis, doté de pouvoirs mystérieux, les transmettra à Victor Flandrin, son petit-fils, et son sourire qu'elle lui léguera deviendra le symbole d'un milieu maternel paisible et silencieux vers lequel tendent la plupart des romans germaniens. Roman après roman, cet univers de détresse et du mal continuera à être hanté par un rêve de repos et de retour au sein maternel symbolisé par le sourire de la mère. De même que les contes initient l'enfant au problème de l'existence, ces romans amorcent toutes sortes de réflexions sur le mal, d'une part avec le mystérieux cri transgénérationnel transmis par la mère, d'autre part par les malheurs engendrés par la succession d'actions violentes des hommes, la guerre et le viol d'une fille par son père en donnant la mesure.
C'est ainsi que s'amorce le temps de l'histoire dans un temps d'abord anhistorique, et que s'opère la chute qui aboutira à Nuit d'Ambre et à sa lutte avec l'ange, avec par-dessus toutes ses aventures, la question du silence de Dieu. Nuit. C'est d'abord par une succession de nuits que les deux romans se trouvent liés, et les termes qui les définissent placent chacune de leurs parties dans son atmosphère symbolique spécifique. La notion de nuit est fondamentale pour Sylvie Germain. Dans sa thèse de doctorat, chaque chapitre constituait de nuits spécifiques, nuit du temps, nuit de l'encrier, nuit du regard, etc. La nuit, y dit-elle, abîme toute certitude, refuse l'évidence et le sûr et l'acquis, problématise tout, et par là retourne tout et avive toute question. PV 16. C'est donc le sens mystique de la notion de nuit qui prévaut. Ces nuits de mon roman, ce sont des nuits au sens que l'entendent les mystiques. Des retournements. Ces nuits que traverse l'homme. C'est un univers auquel je suis sensible et qui me hante. Pour moi, on est toujours dans des nuits avant d'atteindre à la lumière, à la clarté, à la raison, à l'éblouissement, à l'illumination. L'humanité n'est pas sortie de ces nuits. Ces nuits, ce sont donc celles qui entourent l'homme et l'empêchent de voir, celles qui le traversent et font débat en lui, celles aussi qui précèdent et annoncent la lumière. De façon symptomatique, la tache d'or que Victor Flandrin porte dans son œil gauche, symbole du lien avec sa mère-sœur étoile, lui permet de voir clair la nuit. Tout aussi symptomatique se trouve le fait qu'après les deux premiers héros au surnom de Nuit, Nuit d'or et Nuit d'ambre, viendra, dans la chanson des Mal-aimants, après de multiples avatars, l'Aude Marie dont le nom dans la liturgie catholique désigne la partie de l'office divin qui se chante à l'aurore après matine et qui est principalement composée de psaumes à la louange du Seigneur. Ainsi, à partir des nuits initiales, le parcours romanesque semble mener vers l'aurore. 1. Le livre des nuits. Je pense que dans ce livre, il y avait en germe et en concentré toutes mes obsessions et ce qui s'est développé après. Sylvie Germain, propos recueillis par Dorothy Gleiman pour Even.fr, octobre 2005. Les 6 nuits du livre des nuits peuvent être mises en relation avec la création du monde dans la Genèse, qui comprend 7 jours et donc 6 nuits. Ce livre de chair feuilleté par le vent et le feu, Hélène 12, pétrit les 4 éléments pour une nouvelle création, passant de la nuit de l'eau et de celle de la terre à celle des cendres. Résultant du passage par le feu de la guerre, nuit des roses, et par l'épreuve du sang. Nuit, nuit, la nuit, referme ce premier livre au plus noir de la nuit, puisqu'à travers les visions de Nuit d'or agonisant, on perçoit la monstrueuse entreprise nazie de mort. La nuit s'épaissit, et le vent, le feu, la fumée se mêlent à l'eau noire et la boue de la nuit, 332 à 335. Dans le chapitre de la nuit des roses qui occupe une place centrale, la guerre est encadrée par la mystique dont l'importance se révélera essentielle. Les 2 premières parties soulignent le passage de l'eau douce à l'enracinement sur terre. La nuit de l'eau conduit à Victor Flandrin, dont l'histoire prélude à celle de Nuit d'ambre. C'est une sorte de préhistoire qui émerge de la nuit hors temps, 12, avec au départ l'îlot flottant au fil de l'eau, à la grâce de Dieu, qui pourrait apparaître comme une sorte de paradis, n'était cette obscure malédiction dont l'origine se perd dans la nuit des temps qui fait mourir à leur naissance les 6 enfants de Vitalie, la mère originelle et méricielle, celle par qui tout va arriver. L'irruption du temps dans cet univers hors temps s'annonce par la formule « en ce temps-là » 15. Répétée au seuil de la nuit de la terre 67, celle même qui ouvre dans la Bible au temps nouveau, ceux du Nouveau Testament porteurs du message de l'amour de Dieu, avec la venue de Jean-Baptiste et la naissance du Christ. Surtout, s'opère le passage de l'univers archaïque et magique des Péniels, comme hors du temps même s'il est pris dès le départ dans une malédiction touchant la filiation, sorte de mal de l'absurde, au monde des réalités de l'histoire et des guerres qui introduisent un mal moral qui fait basculer l'histoire de la famille, on y passe du cri d'inouï silence qui ouvrit l'histoire du monde, 12, un monde recru de silence, 15, silence positif en deçà des mots et harmonie avec la nature, au silence de Dieu dont le motif fait irruption au retour de Théodore Faustin chez lui, après la guerre. Dieu est muet et mauvais. Le Père il est mort, tout à fait mort, et son nom aussi il est mort. Alors il faut le taire, sinon ça porte malheur. 46, pour aboutir au silence de Sachsenhausen, monde ouvert à tous les vides et les silences, 329.
On y suit les thématiques attachées à la filiation, au viol, au visage, au regard et à la voix. On y voit paraître l'importance des légendes ainsi que le complexe de Peter Pan, de l'enfant qui refuse de grandir et veut s'enfermer dans son enfance. Quoique présenté comme l'histoire d'une famille et d'un clan, le roman se concentre surtout sur le personnage de Victor Landrin qui, après la première nuit, qui s'achève avec sa venue, occupe le centre des nuits suivantes et dont le parcours à caractère initiatique avec toutes ses épreuves fait penser au sort de Job. Avec Victor Flandrin qui deviendra le patriarche du clan des Péniels, se dessine un premier parcours initiatique, schéma qui deviendra dominant dans les romans de Sylvie Germain à partir d'Immensité. Après la période de béatitude initiale de la grâce de Dieu, sur l'eau douce, Victor Flandrin subit une première épreuve à l'âge de 5 ans, lorsqu'il est mutilé par son père pour qu'il ne soit pas soldat. Puis à l'âge de 12 ans, il disparaît sous terre pour travailler 7 années dans une mine, façon d'introduire à une dimension symbolique capitale de l'œuvre, sa dimension souterraine, chtonienne, son lien avec les entrailles de la terre et du monde. Après ce passage symbolique par la mort, il ressurgit pour accéder à une nouvelle vie, celle de la terre, marquée par son nouveau nom, Nuit d'or gueule de loup, qui ressortit au côté merveilleux du roman et au mystère des origines du personnage. De plus, l'importance du visage et de la rencontre, qui joueront un rôle déterminant dans Nuit d'ambre, puis dans les romans à partir d'Immensité, est soulignée par le fait que Nuit d'or, qui a le don fantastique de faire ternir les miroirs, dépend entièrement d'autrui, des rencontres, pour obtenir une image de soi. Jusqu'à sa mort, il ne devait plus jamais pouvoir contempler son visage et il lui fallut désormais vivre en miroir du seul regard des autres. 81. Or toute rencontre est heurt ou choc pour Sylvie Germain. Dans sa thèse, elle insiste sur son effet de déstabilisation et de rupture du moi. La rencontre décentre la force d'attention, la détournant d'un bloc de moi vers l'autre qui s'impose comme pôle d'attraction et centre de gravitude. Le miroir s'est brisé et le cadre disjoint. Le moi rompu, décellé, s'ouvre alors sur celui qui arrive comme une fenêtre sur la montée de la nuit. La rencontre est ce qui brise l'insularité de l'ego pour le disséminer en archipel. PV 47. Dès le livre des nuits se manifestent ces effets catastrophiques de la rencontre, comme avec celle Noémie par Théodore Faustin. Cette image s'était transfondue dans sa chair, et chaque nuit il sentait sa peau le brûler et tout son corps s'affoler d'un irrépressible désir. 28. Et si Victor Flandrin ne se trouvera guère déstabilisé par sa rencontre de Mélanie, si les 6 femmes de Nuit d'or ne contribueront pas à un bouleversement de sa personne, il en ira bien différemment dans Nuit d'ambre, puis des rencontres qui à partir d'Immensité se révéleront capitales pour le cheminement initiatique des héros. Les 2 versants du mal, les guerres et la crypte. Conçu pour éclairer et expliquer la situation de Nuit d'ambre, enfant d'après toutes les guerres 337, le livre des nuits s'est consacré à montrer les effets de celle-ci sur la vie et le destin des hommes. Les guerres scandent les chapitres impairs, Nuit de l'eau, Nuit des roses, Nuit des cendres, et au cours du livre, leur présence se fait plus importante, aboutissant dans l'épilogue à l'extermination des regards sans visage, 333. Mais la violence militaire joue surtout un rôle de déclencheur d'autres maux qui frappent cruellement les personnages du roman et infléchissent leur destinée. C'est ainsi que le coup de sabre du Hulan dont est victime Théodore Faustin, lors de la guerre de 1870, qui déclenche toute la chaîne du mal, est un acte contingent et absurde, comme en marge de la guerre puisqu'il est provoqué par le fou rire qui saisit le héros devant l'absurdité de la mort et de la vie, au moment même où un miracle de silence, 40, s'est établi sur le champ de bataille. Hors de lui, semble découler toute la chaîne des malheurs qui s'ensuivent. La Grande Guerre est évoquée dans le 3e chapitre, à partir de quelques souvenirs de la famille de l'auteur. Elle se caractérise par quelques stéréotypes, paysages défigurés, boue, ciel d'un gris sale déchiré, mêlé, tranché, etc. 153, mais elle est surtout l'occasion de célébrer la camaraderie du front, les amitiés qui se nouent au fond de ces boyaux de boue et de sang 154, et l'affection des 2 frères inséparables, Mathurin et Augustin, bientôt nommés les Siamois. Pour Augustin, cette guerre signe la mort de Dieu, 164, comme la précédente avait été pour Théodore Faustin celle de la colère de Dieu, 46. Lorsque l'un des 2 frères est tué, déchiqueté par une mine, Mathurin si l'on en croit certains indices, le survivant l'incorpore en devenant démesurément grand et en se faisant appeler 2 frères.
Nous voici donc devant un des cas limites de la fraternité célébrée par Sylvie Germain, qui fait qu'à la mort de l'un des deux frères ou sœurs, l'autre reprend en charge sa mémoire. Il s'agit précisément d'un cas où le survivant se fait crypte du mort, lui permettant de poursuivre sa vie à travers soi. C'est ce que nous retrouverons avec Mathilde après la mort de Margot, et avec Thérèse après la mort de Roselyne dans Nuit d'ambre. Mais c'est la Deuxième Guerre mondiale, celle de la Nuit des cendres, qui affecte le plus profondément cet univers, plaçant tout le monde devant le mal absolu résumé par le mot de cendre, qui revient souvent dans l'œuvre. À côté de la guerre, d'autres événements douloureux témoignent d'autres traumatismes cryptiques. Blanche constitue un cas exemplaire de personne cryptophore, car née frappée d'incomplétude et de faute, 130, elle se dénie le droit à l'existence, gardant en elle le fantôme de la faute de ses parents, et lorsqu'après avoir mis au monde ses jumelles, elle est assaillie par ses visions annonçant la Première Guerre mondiale. Elle se disait que s'il lui était donné de voir tout cela, d'entendre et de souffrir toute cette misère, cette violence et cette mort, c'était pour la punir. Pour la punir d'avoir osé prétendre à l'existence, d'avoir osé contaminer le monde avec sa faute en enfantant. 137. Elle se claque-mure alors dans sa chambre et se laisse bientôt mourir pour s'offrir elle-même en sacrifice, pour expier. Mais sa mort ne met pas fin au phénomène cryptique, puisque sa fille Violette Honorine 89 sera marquée d'un stigmate de sang apparaissant à sa tempe gauche, là où sa mère Blanche avait une immense envie couleur lit de vin, que le prêtre avait décrété être la preuve même du péché de sa mère, 131. Alors elle comprend que ce sang n'était pas le sien, qu'il s'écoulait de la blessure d'un autre corps, de la douleur d'un autre cœur, 189. Ainsi est soulignée la logique transgénérationnelle du phénomène de la crypte, et au-delà, la solidarité de tous ces destins qui se mêlent dans cet univers familial. Violette Honorine ira jusqu'au bout de la vocation à laquelle la contrainte cette crypte marquée par son stigmate. Elle devient Violette du Saint-Suaire, et c'est toute la souffrance de la Deuxième Guerre mondiale qu'elle voudrait expier par ce sang qui coule de sa tempe. Cette souffrance c'est du cœur que c'est l'aile lui vient. Cela ruisselle sans l'un. Son visage est continuellement baigné de sang. ELLC répète des mots toujours les mêmes comme mal, Dieu, monde, ruine, cendre, agonie. Il y a cette vision en elle qui brûle tout, et qui lui saigne sur le visage comme une plaie. Le 170. À côté des martyrs de Blanche puis de Violette Honorine, celui de Margot, premier cas de femme abandonnée de l'œuvre de Sylvie Germain, qui s'enferme dans un profond et long sommeil du temps, vivant le reste de sa vie en une seule et unique journée, 195. Le mal prend aussi d'autres visages, comme lorsque Victor Flandrin, ayant pris pied sur la terre, est attaqué par des paysans effrayés par ses dons magiques et sa compagnie du loup. Il y a surtout la mort de sa femme Mélanie, due à la fougue du cheval saisi par la montée du désir, qui marque la fin de la période du bonheur et le rang proche de Job. Et dans la 4e partie se reproduira un viol, venant après celui de la première nuit, qui souligne l'importance de cette thématique de la violence dont est porteur le désir. Préambule. Chaque partie du livre des Nuits est introduite par un préambule, procédé voisin de celui des prologues que l'on retrouvera dans l'Enfant Méduse, mais qui n'est pas de même nature. Ce sont ici des sortes de méditations poétiques qui pointent certains enjeux majeurs de l'histoire en cours, en indiquent la portée et le sens, tout en conférant une tonalité particulière à chacune des parties. La première note est donnée par la formule évangélique, en ce temps-là, qui ouvre les premières, 2e et 5e parties et qui installe l'histoire dans un temps immémorial qui renoue avec ceux de la Bible, des mythes et des légendes, des contes et des croyances. Leur succession marque l'évolution catastrophique de l'histoire, qui passe de la sérénité du silence initial et de l'infini, au brouillard et à la couleur rouge sang de la fin, avec l'homme qui se rend innommable, et Dieu par contre-coup, 268. Cette dégradation du temps de l'histoire est particulièrement sensible quand on confronte les préambules des premières et 5e parties. Dans la première règne la paix et la sérénité au sein d'un monde de silence et d'infini porté par l'eau, loin de la connaissance des hommes et de la civilisation, mais dans la connaissance des luminosités et des pénombres du ciel, des odeurs de la terre et du rythme des astres, 16. Dans la 5e, alors que les péniels sont devenus tout à fait gendataires, règnent le brouillard et la pluie, les forêts sombres, les jeux truqués des noms qui peuvent aboutir aux catastrophes symbolisées par la série. Sans Dieu, sans Dieu. Dieu cendre. Cendre et poussière.
268. Rappelons à ce sujet la symbolique du choix du nom de Péniel qui signifie « face de Dieu », emprunté à la scène de la lutte de Jacob avec l'ange dans la Genèse. Ce nom annonce la venue de Nuit d'Ombre qui sera amenée à rejouer cette scène, mais il signifie aussi à quel point c'est toute cette famille des Péniel qui témoigne pour l'ensemble de l'histoire des hommes. Entre le temps béni de l'eau et celui de la terre secrètement accidentée, 267, s'installent les peurs qui se cristallisent sur la figure du loup, de la bête, 67, associée au froid, à la famine et à la guerre et à la figure du diable. Il s'agit de figures majeures d'un monde souterrain, tonien, archaïque, de témoins de la crypte qui hantent toute l'œuvre de l'auteur qui ressurgissent périodiquement de différentes façons. À partir de là s'accentue la dégradation du temps. Cette dégradation est particulièrement associée à toute une réflexion sur la connaissance et l'évolution de l'usage des mots. Au départ, le silence qui prévaut n'a besoin que d'une connaissance restreinte des choses de la terre, des mots et des noms. Dans le préambule de la troisième partie, les mots sont associés à l'amour, 121, selon une conception mystique de l'amour symbolisée par les fleurs qui participe du silence divin sous l'égide de Sainte Thérèse de Lisieux et qui conduit à la figure de Violette Honorine dont la tempe saignera comme un stigmate, 173 et 189. Mais par opposition au silence de Dieu comme au Verbe divin, l'homme veut imposer son langage, et son acte de nomination qui marque son désir d'appropriation et son emprise sur le monde, fausse le rapport des choses et est source d'ambiguïté. Au seuil de la quatrième partie, la réflexion sur les mots se cristallise sur la roue des noms gouvernée par le jeu des ressemblances et des confuses différences, sur la manière dont le nom s'affole, passant de la rose à Eros et Osée, jeu de mots dont la rotation peut aboutir à sueur amère, 193 à 194. Cette évolution catastrophique de l'usage des mots qui conduit à les truquer et à les fausser, 268, finit par installer le règne du sang, de la cendre et du néant dans la négation de Dieu. La succession de ces préambules souligne donc nettement une vision catastrophique de l'histoire, passant d'un monde de l'harmonie à celui des connaissances dévoyées dont témoigne l'usage pernicieux des mots, pour aboutir à la nuit, redoublée des visions de l'épilogue, nuit nuit la nuit. Ce mouvement de dégradation, au-delà du destin des personnages, ce sont les mots qui en sont les témoins et les acteurs. En sorte que cette chute de l'Éden initial passe bien par la manière dont l'homme s'est emparé du fruit de la connaissance, comme dans l'histoire de la chute. Filiation. Indépendamment des guerres, le mal s'immisce partout, inhérent à l'existence et à notre monde. Dès l'incipit, le motif du cri marque son caractère ancestral et ontique. Et dès le début de l'histoire, quand les premiers Péniel naviguent à la grâce de Dieu, la mort manifeste son emprise au sein même de la génération et de la naissance. Vitaly, voué pourtant par son nom à donner la vie, ne met au monde que des enfants morts-nés. À ce mal d'absurdité, Vitaly répond par la résignation, et son mari par la colère, ne parvenant plus à croire à la vie lorsqu'enfin Théodore Faustin annonce sa venue au monde. Le lien originel de l'association du cri, de la brume et de la mort tient à l'histoire de Vitaly dont le père et les frères ont péri en haute mer, et qui a assisté au désespoir fou de sa mère. Oui, elle connaissait bien ce cri monté des brumes pour l'avoir attendu si longtemps par 2 fois et ne l'avoir retrouvé, au-delà de toute atteinte. Qu'en écho fantastique dans le corps fou de sa mère. 19. Vitaly est donc, dès le départ, le premier personnage cryptophore d'une longue série qui va rebondir d'œuvre en œuvre. Étant passée des bords de mer à la béatitude de l'eau douce, elle pensait pourtant qu'avec la venue de Noémie dans sa famille, fille d'un batelier, la malédiction familiale allait être rompue. Celle-ci, songeait-elle, était trop pure pour risquer d'être entachée de la malédiction qu'elle-même avait dû souffrir en enfantant tant de fils morts-nés, 32. Mais les lois de l'inconscient et celles de l'histoire déjouent la logique des liens du sang. La guerre survient, qui expulse Théodore Faustin de son univers idyllique, et le coup de sabre du Hulan qui emporte son visage a des conséquences catastrophiques. Que ce malheur ait atteint le visage est hautement significatif. Quand l'homme est nié comme visage, humilié et supplicié, quand la foule des visages qui l'entourent se scinde en non-visage par excès de violence, de haine, d'indifférence ou de cruauté d'un côté et en non-visage par excès de souffrance, de détresse et de honte de l'autre côté, alors l'axe verticalité-horizontalité se brise et le monde entier chavire dans un gouffre insensé où le mot de visage n'a plus de sens, ni réalité ni valeur,
alors la nuit ne porte plus visage, mais tout visage se plombe et se glace d'opacité néante. PV 106. Théodore Faustin, privé de son visage, n'est pas reconnu par les siens à son retour. Il devient pour eux un inconnu qui fait peur, affligé de son effroyable éclat de rire. Il déchoit de lui-même et devient le monstre auquel le condamne son état. Et voilà que l'enfant qui aurait dû naître peu après sa mobilisation, et qui vient au monde avec 2 ans de retard n'est plus qu'une statue de sel. Pourquoi cette irruption du merveilleux ? On peut multiplier hypothèses et interprétations, mais sans doute la référence au récit biblique de la destruction de Sodome et de la femme de Lot changée en statue de sel est-elle essentielle ? Car pourquoi l'a-t-elle été ? Pour s'être retournée, ne se résignant pas à la perte de sa maison, peut-être de ses plaisirs. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Gène 19, volume 26. Cette interprétation est corroborée par cette remarque d'opéra muet, œuvre à peu près contemporaine. La femme de Lot s'était retournée, elle s'était figée en statue de sel. Celle des larmes de ceux qui ne savent pas consentir à la perte, OM 42. Or Noémie, après la mobilisation de Théodore Faustin, s'était alitée, comme si la vie et le temps s'étaient arrêtés, comme si elle pouvait mettre son enfant en conserve en attendant le retour de son mari. N'oublions pas que la salaison est un mode de conservation des aliments crus. Bref, comme la femme de Lot, elle s'est retournée sur son passé, voulant suspendre le temps et refusant de regarder l'avenir devant elle. Son regard orienté vers le passé est redoublé par la décision de Théodore Faustin d'appeler son fils, du nom de son père, 38, pour lui redonner vie. Je voulais lui donner le nom du père. Mais le père veut rester chez les morts, il veut rester là-bas, dans l'oubli, il n'a pas voulu redonner son nom aux vivants. 46. On voit donc par là que cette statue de sel que Noémie porte en elle est une matérialisation de la crypte familiale qui lui est transmise et qui l'empêche d'être la source de purification dont Vitaly avait rêvé pour rompre la malédiction ancestrale. Mais il y a plus. L'épisode biblique est suivi du double inceste de Lot, enivré par ses filles qui s'unissent à lui pour perpétuer leur race après la destruction de Sodome et Gomorrhe. L'épisode de la statue de sel doit donc être relié au viol incestueux qui suivra, commis par Théodore Faustin sur sa fille Ernini Victoire. Ce viol est bien là pour assurer la chaîne générationnelle et pour permettre à l'histoire familiale brisée de rebondir. D'une part naîtra Nuidor, qui deviendra le père d'une grande tribu, patriarche destiné à vivre 100 ans, en remplacement de la statue de sel brisée en 7 morceaux. De l'autre, ce traumatisme qu'il appelle à l'existence crée un traumatisme majeur qui ne pourra que s'encrypter d'une façon ou d'une autre chez tous ses descendants. Le fait que Théodore Faustin est ainsi brisé par colère, la statue de sel comporte un sens supplémentaire. Le sel, dans le Lévitique, est institué comme symbole de l'alliance avec Dieu, ce sur quoi insistera Éclat de SCL. Sur toute offrande que tu présenteras, tu mettras du sel. Tu n'omettras jamais le sel de l'alliance de ton Dieu sur ton offrande. Avec chacun de tes présents, tu présenteras du sel. Et le accent aigu V2, 13. Le fait de briser ce sel marque donc la rupture de l'alliance par Théodore Faustin qui aussitôt après, se met à renier Dieu. Oui, il a raison le Père. Il sait que Dieu n'existe pas. Et même c'est pire encore. Il sait que Dieu est muet et mauvais. Hélène 46. Ainsi est consommée la chute dans un monde dont Dieu est absent. Et c'est la première occurrence d'une affirmation destinée à se répéter bien des fois dans l'œuvre. Ainsi, dès le départ, le roman met l'accent sur une malédiction concernant la filiation et sur les aléas de la transmission, de génération en génération, d'une crypte de nature transgénérationnelle. C'est bien là le cœur du problème qui reliera les différentes histoires à venir, et qui, associé au motif de l'abandon par la mère, est la clé du destin de Nuit d'Ambre, comme l'annonce l'Incipit. Cri et Nuit l'avait arraché à l'enfance, détourné de sa filiation, frappé de solitude. Hélène 12. La filiation passe aussi par les mots. C'est l'œuvre des grands-mères de ces romans que de transmettre à leurs petits-enfants toutes sortes de connaissances et de savoirs immémoriaux. Vitaly se fait ainsi conteuse d'histoires, passeuse, et le petit Victor Flandrin, le soir avant de s'endormir, écoute les histoires fabuleuses de sa grand-mère qui invitait l'enfant à l'accompagner dans les méandres de sa mémoire peuplée de visages et de noms, plein d'éclats et d'échos fabuleux.
Et l'enfant s'endormait dans ses plis de mémoire doux et soyeux, comme une eau morte emplie de vases et de soleil. 57. Car les histoires transmettent une autre mémoire charriée des profondeurs d'un inconscient collectif. Et dans son sommeil, l'enfant retrouve le sourire de sa mère et sœur à la fois. Le thème du sourire de la mère tutélaire se révélera important tout au long de l'œuvre, car il est une autre façon de marquer la filiation, en accompagnant son enfant ou sa descendance dans sa vie vers l'avant, façon donc de contrebalancer la malédiction des ancêtres, des origines, comme on le verra notamment dans la chanson des Mal-aimants. Mais la nuit, l'enfant adouci par le sommeil entr'ouvrait son visage sur un sourire émerveillant où Théodore Faustin apercevait glisser en transparence les profils de Noémie, d'Honoré Firmin et d'Herminie Victoire, et parfois même de son père. 58. Et lorsque Théodore Faustin met fin à ses jours, c'est ce sourire qui l'accompagne dans sa mort, recueilli par le petit-fils. Il eut l'impression que le sourire de sa grand-mère se reflétait sur le visage de son père, dont la bouche à son tour esquissait progressivement un semblable sourire. Depuis la mort de Théodore, Faustin elle ne s'était pas départie de son sourire et de son calme. Elle habitait dorénavant si amplement la nuit qu'elle était devenue elle-même un pan de nuit, légère et douce, où la patience faisait la pause en murmurant sans fin sa berceuse des enfants morts. 60 à 62. C'est donc ce sourire que Vitalie lèguera à Victor Flandrin à l'heure de sa mort, en gage de son amour. À partir de cette naissance catastrophique et de son blasphème, Théodore Faustin enchaîne les actes de cruauté. C'est ainsi qu'il laisse pourrir sa femme dans son lit sans chercher d'aide, pour manifester à tout la méchanceté de Dieu. Puisque le monde n'était qu'un obscur bas-fond où Dieu prenait plaisir à voir patauger et souffrir les hommes, il se devait de dénoncer à tout cette méchanceté divine et de clamer partout la puanteur humaine. 47. Puis arrive l'acte par lequel il atteint le sommet du mal, le viol de sa fille Herminie Victoire, à peine sortie de l'enfance. Imprégné de contes et de légendes, effrayé en particulier par les figures de Ia Lévin, héros d'une vieille ballade qui fait disparaître tous ceux qu'il séduit par son chant merveilleux, et de Quincamore qui parcourut le monde et d'autres mondes encore afin de fuir la mort qui cependant le suivait pas à pas. 35. Herminique Victoire décide de ne pas grandir pour qu'il ne l'aperçoive pas, premier cas du complexe de Peter Pan dont nous avons parlé, avec formation cryptique qui s'oppose à la croissance. Or cet univers redouté des contes fait sauvagement irruption dans la réalité de sa vie, lorsqu'elle est victime de l'agression de son père, et elle en mourra après avoir donné vie aux fruits de leur union incestueuse. Dans la scène du viol, on note la présence de la blancheur du drap, présence du linge et de la lessive qui reviendra maintes fois dans les scènes de séduction et de désir, et l'abandon de la jeune fille gagnée par le désir. Elle voulait se défendre des étreintes de son père, et plus elle s'y livrait avec une joie obscure qui l'effrayait autant qu'elle la ravissait. 5 ans. Cette scène originelle, en relation avec la filiation rompue par la guerre, entraîne une cascade de phénomènes cryptiques avec répétition de viols, d'inceste et bien des malheurs à venir. Après le viol de sa fille, Théodore Faustin accomplit une castration symbolique de son fils Victor Flandrin en lui coupant l'index et le majeur de la main droite pour lui éviter la conscription, ce qui ne le mettra pourtant pas à l'abri des malheurs de la guerre. Plus tard, il y aura le viol d'Elmain de présentation du Seigneur Marie, les fantasmes d'inceste de Nuit d'Ambre, etc., puis d'autres figures d'enfants abandonnés. Victor Flandrin se confronte au monde de la terre, muni de 2 talismans. L'ombre protectrice de sa grand-mère, nécessaire pour qu'il accomplisse sa prophétie, et un collier de 7 perles couleur de lait, fait des larmes de réconciliation versées de façon posthume par son père qui font écho à celles que son grand-père avait versées à la naissance de son fils. 20. Non seulement Victor Flandrin porte avec lui le mal héréditaire de la chute, de l'agression que son père a exercée sur lui, mais il est aussi doté de la mémoire immémoriale de sa grand-mère, femme mystérieuse qui, comme dans les contes ou comme la Vierge, connaît une assomption au moment de sa mort et continue à se manifester au-delà. Cette première nuit oriente donc la suite autour des questions majeures connexes, de la filiation et de la crypte qui s'inscrit dans une histoire immémoriale, pétrie de mémoire, en regard de la grande histoire, celle des guerres et de la question de Dieu. Temps historique et temps cryptique. Herminie Victoire, qui ne voulait pas grandir, reste effectivement enfant. Elle était l'unique enfant de cette ère 52,
tout comme Thérèse de Lisieux qui déclarait « Eh bien, moi je suis l'enfant ». 121, et elle meurt en couche. Victor Flandrin est donc élevé par Vitalie, première d'une série de grands-mères qui, telles Edmé J.C. ou Déborah T.M., ont un rapport spécifique à la réalité, entretiennent des contacts avec le passé, avec les morts, voire avec l'invisible, sachant déceler les liens mystérieux qui relient chacun à un au-delà de lui-même. Le nom à tiroir du héros lui confère déjà une identité fabuleuse. Flandrin, d'abord, car il est issu des canaux du nord de la France, des Flandres, et Victor, parce que dès le départ il est promis à être un conquérant victorieux, à quoi s'ajoutent les conditions de sa conception qui le font entrer au rang des héros étudiés par Otto Rank. À cela s'ajoute Nuit d'or, à cause des taches d'or de son œil gauche qui lui confèrent des dons et un aspect merveilleux, tandis que Gueule de loup se rapporte à son côté chtonien. Héritier de Vitalie, il est doué d'un pouvoir de communication avec les forces cachées, comme on le voit avec sa rencontre fantastique avec le loup. Non seulement il vivra 100 ans comme sa grand-mère l'avait prédit à sa naissance, 52, mais aussi, grâce à la protection de celle-ci, il devient invulnérable. Son ombre l'entoure d'un halo qui tient à l'écart ceux qui veulent l'attaquer. Nuit d'or, dont le seul regard subjugue le loup, serait selon les croyances populaires, un fils du diable, 67, ce que corroborerait sa chevelure rousse et le fait qu'il fasse ternir les miroirs. Il s'agit là d'un certain merveilleux qui s'inscrit naturellement dans la réalité, et l'exprime en donnant existence à des symboles et à des fantasmes. Le loup est une créature qui confirme la participation de notre héros au monde chtonien et archaïque, et qui annonce la présence en lui d'une crypte. Mélanie, première femme de Nuit d'or, ne s'inquiète jamais des taches de ses yeux, au nombre de 17, soit le nombre des enfants qu'il engendrera, ainsi que de celui des maisons du hameau, ni du fait qu'ils ternissent les miroirs. Jamais non plus elle ne s'inquiétera, comme les habitants de Terre Noire, de la gémellité systématique des naissances. Cette gémellité systématique est à mettre en relation avec les problèmes de filiation qui ont précédé. D'une part, la dualité vient ainsi prémunir contre les accidents, les disparitions, et ce que Bénédicte Lano appelle le complexe d'Isaac, de l'enfant livré seul à la toute-puissance du Père. Il s'agit d'échapper à Chrono dévorant ses enfants. D'autre part, chacun des jumeaux peut à la fois considérer l'autre comme double narcissique, objet d'amour, et comme moi idéal, ce qui crée entre eux une complicité et une complémentarité particulière, comme on le voit avec le cas d'Augustin et de Mathurin, ou de Mathilde et de Marigot, sans oublier les gémellités électives comme celles de Lucite et de Louis-Félix. Tandis qu'Augustin aime les mots et la littérature, son frère Mathurin aime la terre, les arbres et les bêtes, en particulier les bœufs. L'univers d'Augustin est celui de l'amour tendre et de l'écriture, celui de Mathurin tend vers l'amour-désir et le dessin, cherchant l'expression d'un au-delà des mots. Les couples de jumeaux sont si étroitement unis que la disparition de l'un aboutit à l'incorporation de l'autre. Ainsi fera Augustin après la mort de son frère, et il apparaîtra démesurément grand, 173, au retour de la guerre. Quant à Mathilde, elle se stérilise de façon magique en se roulant dans la neige pour que le sang reflue, et en s'excisant après la trahison dont a été victime sa sœur. Les aspects fantastiques des personnages manifestent la plupart du temps l'existence d'une crypte en eux, et leur participation à une autre mémoire, immémoriale, inscrite dans les contes, les légendes et les croyances. Cet univers qui est aussi celui des oiseaux et du vent, c'est celui qu'ouvre un autre regard, le troisième œil qui met en contact avec l'autre monde, comme pour Théodore Faustin voyant le séjour de Dieu, dans les yeux des chevaux, 23, ou Nuit d'or, à l'œil aux taches fantastiques lui permettant de voir dans la nuit, et apercevant dans l'œil de son fils à son retour de guerre, les visages des camarades disparus. Victor Flandrin est donc dès sa naissance un héros tout à fait singulier, et sa ferme, isolée sur une hauteur, loin du monde et en marge de l'histoire, forme un microcosme où règne la magie et la superstition. Un tel isolement du monde se retrouvera dans Jour de colère, dont l'univers archaïque forme un véritable bouillon de culture propre à exacerber les passions. La confrontation du monde des Péniels à celui de l'histoire ou de la société extérieure est souvent violente et source de traumatisme. On le voit lorsque la guerre de 70 fait irruption dans leur vie paisible, avec ses rites et ses traditions orales, et les fait passer d'un temps biologique, modelé sur le rythme des saisons, à un temps historique, linéaire, ponctué de catastrophes. Cependant les deux univers coexistent longtemps,
les mondes archaïques de la péniche et de la ferme haute formant des îlots au milieu des réalités du monde. Leur rencontre provoque quelques drames. Des paysans s'insurgent contre la présence d'un étranger inquiétant qui fréquente les loups, un curé maltraite sa nièce pour la faute de sa mère, un instituteur pervers s'exonère de sa promesse de mariage, et surtout les horreurs de guerre qui surviennent comme une apocalypse. De grands orages comme il en survient toujours par les fortes chaleurs d'août, éclatés parfois vers le soir avec des lueurs violâtres et des zébrures jaunes vifs, mêlant le crépitement de la pluie à celui des mitrailleuses et les détonations de la foudre à celles des obusiers. La confusion du monde atteignait alors son comble, jetant pêle-mêle comme chevaux, arbres et éléments dans la même inextricable débâcle. 39. L'évolution de l'univers des Péniels se fait progressivement après la première phase de la nuit de l'eau. Hors de l'histoire, s'opère une transition avec le travail de Victor Flandrin dans une mine, dans les profondeurs et la nuit de la Terre, 62. Le passage à la Terre commence donc symptomatiquement par l'effraction du monde souterrain, de l'univers chtonien symbolique du clan, qui se manifestera périodiquement de plusieurs manières. L'épisode du loup qui prélude à l'installation sur Terre est tout aussi symptomatique de l'univers chtonien du héros, et on ne s'étonne pas qu'à la mort de l'animal, Nuit d'or s'enveloppe de sa peau comme Hadès, le roi des enfers, comme le fera Simon avec son bœuf dans Jour de colère, le revendiquant ainsi comme totem de même que l'ours deviendra celui de Magnus, identification marquée dans les deux cas par leur nom. Puis arrive la guerre qui arrache Mathurin et Augustin à leur foyer, leurs amours, pour les plonger dans un nouvel univers tellurique, celui des tranchées et de la boue, où se creuse une mystérieuse crypte avec l'épisode du frère survivant qui incorpore si bien l'autre qu'il oublia lequel des deux il était, 166, avec aussi tous les phénomènes magiques qui témoignent de la puissance de la crypte familiale. Le bras du mort présente une tache rosacée au creux de la paume, comme celle de Blanche qui avait vu la guerre avant tout le monde, comme celle aussi qui se mettra à saigner chez Violette Honorine à la vue du bras pétrifié, 173. Nuit d'or voit disparaître une des 17 taches d'or de son œil. Le corps d'Hortense garde les traces d'un invisible combat nocturne, et Juliette a la vision d'un immense crâne de cheval d'un blanc crayeux à la verticale du ciel, 167 à 168. La transmission de ce phénomène cryptique et tellurique est indiquée par le fait qu'Hortense, pendant sa grossesse, est travaillée par une telle faim de terre et de racines, 177, qu'elle ne cesse d'en dévorer et qu'ayant donné naissance à Benoît Quentin, elle ne peut le nourrir parce que ses seins sont gorgés de boue, 184. Un tel épisode fantastique correspond exactement au travail d'incorporation. Absorber ce qui vient à manquer sous forme de nourriture, imaginaire ou réelle, alors que le psychisme est endeuillé. C'est refuser le deuil et ses conséquences, c'est refuser d'introduire en soi la partie de soi-même déposée dans ce qui est perdu, c'est refuser de savoir le vrai sens de la perte. Or Benoît Quentin est bien reconnu par son grand-père comme l'enfant de l'amour et du deuil, pétri dans la chair et l'histoire des Péniels et de Terre Noire, 206 à 207. Quant à Nuit d'or, le démon intérieur de sa crypte se manifeste autour du sanglier, qui a pris le relais du loup comme animal chtonien, vivant au fond des forêts archaïques. Comme Abraham et Torok l'ont montré pour l'homme au loup, la crypte a à voir avec la violence et la séduction, avec le fait que le désir a réellement été accompli avant d'être enterré, avec le renversement de la jouissance en souffrance et avec le fait que ce qui est enfoui peut toujours prendre feu. C'est précisément ce désir et cette jouissance interdite et encryptée auquel il doit sa naissance qui se rejoue dans la séduction violente, et le bonheur plein de fureur et de ténèbres, qu'exerce le sanglier sur Nuit d'or. Le phénomène cryptique chtonien et transgénérationnel est nettement indiqué, par sa relation avec la terre et les morts. Un bonheur sombre et lourd comme cette terre grasse que foyaient les sangliers pour en extirper les racines. Cette terre où déjà tant des siens s'étaient dissous jusqu'à devenir boue à leur tour. Et c'était justement toute cette bouque, toute cette opacité charriée en lui par les morts qu'il conjurait en abattant les sangliers. 199. Alors surviennent deux événements où s'imbriquent le désir, la violence, la mort et la jouissance. D'abord, l'abattage du sanglier d'une taille extraordinaire qui se termine par le sang bu tout chaud. Il l'avait bu jusqu'à l'oubli de lui-même, de ses deuils et de sa solitude, jusqu'à l'oubli de ses oublis. Il l'avait tout jusqu'à trouver dans sa bouche le goût si violemment doucereux que prend la chair des morts dans la terre. Le sang. Après ce pacte de sang commis par le fantôme incorporé,
Survient le viol d'une femme inconnue rencontrée par hasard. Répétition de l'acte originel inscrit en lui, Nuit d'or l'aborde avec une sauvagerie obstinée, pénètre jusqu'au plus profond de ses entrailles, et éprouve une jouissance qu'il n'avait jamais connue. 201. Le caractère cryptique et chtonien de cette rencontre est souligné par la chute qui s'ensuit, dans un sommeil torpide, face contre terre, ventre contre humus et racines. Or c'est de ce viol dans la forêt que naîtront les 3 garçons au nom d'archanges, d'une beauté éblouissante, presque inhumaine dans sa perfection, presque animale dans sa sauvagerie. 204. Michaël, Gabriel et Raphaël. Ces noms ont été donnés par dérision à ces archanges du malheur. 205. Michaël et Gabriel tiennent plutôt de faune, et participent à l'ordre du tellurique, vivant dans les forêts et se nourrissant de la chair et du sang des animaux. Raphaël en revanche, appartient à l'ordre cosmique céleste, avec un corps si transparent qu'il ne projetait jamais d'ombre. 206, et une voix de haute contre capable de traverser le silence et le mystère des morts. Là où ses frères comprenaient et parlaient le langage des animaux et ne vivaient que dans la confuse rumeur du sang, lui apprit à percevoir la voix tue des disparus, à y répondre, et même à l'interpeller. Et c'était de ce secret dialogue avec les morts qu'il tirait ces accents absolument inouïs, que nul ne pouvait entendre sans perdre un moment le souffle et la raison. C'est que sa voix avait atteint plus que la perfection même, elle était devenue miracle de métamorphose. 259. Les triplés forment donc un ensemble fantastique et fabuleux, incarnant les 2 pôles entre lesquels se joue le destin de cette famille. Son enracinement tellurique et chtonien d'une part, et son aspiration à la spiritualité cosmique de l'autre, pôle qui concerne la personne même de Nuit d'or. Dans les 2 cas, l'ouverture se fait plutôt vers le passé, comme on le voit par le dialogue de Raphaël avec les morts. Donc, le contact avec le monde extérieur n'a pas vraiment entamé l'archaïsme du clan, et les phénomènes cryptiques telluriques qui le caractérisent se sont affirmés. Un changement fondamental semble toutefois se produire en Nuit d'or, lorsqu'il entreprend son voyage à Paris avec Renoir Quentin. Cet être sauvage sorti de ses bois se métamorphose alors et se met à présenter la capitale à son petit-fils en connaisseur. Sans doute cela se produit-il comme dans un conte parce que l'auteur a besoin de l'y faire rencontrer Ruth, une juive dont il tombe amoureux, ce qui lui arrive pour la première fois de sa vie, en prévision de la Deuxième Guerre mondiale qui pointe à l'horizon avec ses horreurs absolues. Ruth est une juive assimilée qui va introduire la modernité à la ferme haute, et l'ouvrir au monde extérieur par les journaux et la radio. Non seulement elle y apportera son éclat et sa paix lumineuse, mais elle réconciliera Nuit d'or avec lui-même et avec sa vie. Mais cette nouvelle alliance avec Ruth sera payée au prix fort. La guerre revient, présentée comme le réveil du dieu Terre, de nature tellurique donc, en connivence avec la crypte de Iater et des morts, formant le sommeil même du dieu Terre, l'inouïe douceur de son songe. 301. Cette fois, la ferme haute est envahie, le cimetière violé, la famille et tous les biens détruits, et la disparition de Ruth et de ses enfants reçoit un nom tout hérissé de barbelés, de fumée noire, de miradors, de crocs de chiens et d'os humains. Sachsenhausen. 312. La Shoah est entrée dans l'œuvre, elle continuera à la hanter. Seules Nuit d'or et Mathilde survivent au massacre. Cependant la violence n'est pas l'apanage de la guerre. Elle sévit aussi à l'intérieur de la maison de Nuit d'or. C'est ainsi qu'Escaut, le cheval acheté en souvenir des chevaux de sa jeunesse, pris par la fougue du désir, renverse Mélanie qui meurt de ses blessures. Une telle scène est emblématique de la violence dont est porteur le désir, comme on l'a vu avec le viol d'Herminie Victoire, ou celui que commet Nuit d'or. Même l'amour entre Mélanie et Nuit d'or se fait violent, leurs ébats prenant des allures de lutte rituelle. 97. Au moment de sa mort, c'est encore avec une extrême violence que Mélanie se raccroche éperdument à son mari et s'agrippe à lui, ses ongles enfoncés dans son cou et ses dents dans son épaule. Afin de se libérer de cette étreinte morbide, Nuit d'or doit briser les doigts de sa femme à coups de sabot. C'est ainsi que le paroxysme de l'amour se fait violence extrême, et débouche sur une lutte d'un fantastique morbide. À côté du viol cryptique commis par Nuit d'or, il y en a un autre dont on devine aussi l'origine cryptique. Celui perpétré par le marquis Archibald Merveilleux du Carmin, qui a perdu sa femme et sa fille aînée dans un incendie, tandis que sa fille cadette est morte de maladie. De façon perverse, ce marquis se venge de son sort sur des jeunes filles abandonnées, fruits d'amours illégitimes, en les soumettant à une vie spartiate et en les violant à l'occasion,
allant jusqu'à poursuivre Sangbleu chez Nuit Dehors qu'il a épousé. Réponse à la violence et au mal. 1. La création artistique. L'écriture, et plus généralement la création artistique, sont des réponses efficaces au travail d'une crypte en soi, opérant une forme d'auto-analyse par expression-expulsion de soi. Augustin par exemple, éprouve le besoin d'écrire au milieu de sa guerre, c'est pour lui une nécessité cathartique. Il n'écrivait plus pour les siens, il écrivait pour personne, pour rien, il écrivait contre. Contre la peur, la haine, la folie et la mort. 159. Il atteint cependant bientôt les limites des pouvoirs de l'écriture, car devant la nécessité de répéter les mêmes horreurs, les mots perdent leur valeur. C'est qu'il n'est pas capable de transfigurer la réalité vécue en création artistique comme le fera Routh, véritable artiste. Avec elle se fait jour le mécanisme qui rend nécessaire la création artistique, le besoin irrépressible de transfigurer la souffrance intérieure par l'art. Car elle porte en elle toute la mémoire transgénérationnelle et ancestrale de sa condition de juive. La correspondance de sa crypte interne et de l'histoire commence à s'exprimer par l'apparition du sang de ses premières règles, le jour même de l'assassinat de Sarajevo qui déclenche la Première Guerre mondiale. Ce jour éclabond et ce accent aigu d'un double sang avait gravé profond en elle un souvenir confus fait de stupeur et de douleur, et de violence aussi. 251. Alors. Elle était devenue soudain la proie d'images fantastiques, flanquées de couleurs criardes, et des sangs d'autres corps s'étaient mis à lui traverser le sien, réclamant d'elle une existence. Alors, pour répondre à ces appels, elle s'était armée de crayons, pinceaux, couleurs et couteaux, et avait traqué les formes sur la toile et le papier, dans la glaise, la pierre et le bois. Mais ces formes ne cessaient de se distordre, de vouloir mettre à nu, accru leur force. Elle avait déshabillé ces corps, désarticulé leurs membres, ouvert en grand leurs bouches et déchiré leurs yeux. Elle avait fait violence à leurs visages en les creusant, les bouleversant, une violence à la mesure de la pitié et de la folie qui les rongeait. 251 à 252. On sent à quel point l'auteur projette en elle son propre besoin d'activité créatrice. Et c'est d'une façon analogue que dans Céphalophore 13, les personnages, 9, ou dans La pleurante des rues de Prague, elle décrira la manière dont l'inspiration peut s'emparer d'elle, et les personnages s'imposer à elle à la façon de fantômes ou d'esprits demandant à ressusciter. La création artistique a bien une valeur cathartique pour Routh. La naissance de cette vocation artistique est l'occasion d'un grave conflit avec son père qui montre bien la nature familiale de cette crypte. Revivant le conflit qui a opposé son père et sa mère, elle se trouve alors agie par le fantôme de sa mère. Et lorsque son père entre en fureur à la vue de ces hordes de visages et de corps distordus, elle voit fulgurer dans la face de son père un visage de femme inversé dont les yeux étaient deux bouches, et la bouche deux yeux brillants de larmes et de fureur. Une femme pendue la tête en bas, cheveux défaits, épars sur le buste de son père. À quelle femme a-t-il donc ainsi coupé la tête, volé la chevelure? À sa mère. 252. On retrouvera cette scène de femme décapitée dans Tobie des Marais. Or, ce songe l'avait investie 253, faisant d'elle à la fois une artiste et une juive errante, fuyant le portrait de son père réalisé en monument au moment de son départ. Le 154. Plus encore que son père, c'est toute sa famille, elle-même et son peuple, qu'elle fuit, avec leurs faces toujours levées à contre-ciel et contre-terre. Près de Nuit d'Or, Routh transfigure les visages des femmes qu'il a aimées en paysage illimité 263. L'art réalise sa catharsis. Mélanie. Blanche. Sangbleu, leurs noms sonnaient à nouveau clairs comme ceux de champs fertiles, de forêts et de saisons. Des noms et des visages réconciliés avec la vie et le présent, grâce à cette alchimie de sa mémoire qu'avait su accomplir Routh en lui. Le monde, s'il n'était plus à l'aplomb de Dieu, avait cependant retrouvé une assise. Routh en était le point d'appui et d'équilibre,
ou plus exactement le point focal où convergeaient toutes choses, tous lieux et tout visage pour prendre pause dans la douceur et le bonheur. 263. Mais Ruth reste hantée par sa mémoire qui se mit à retentir du fond de tant de siècles qu'elle ne pouvait plus dénombrer tous ces profils qui de nouveau se pressaient en transparence de ses rêves, troupeaux hagards chassés par un vent gris à travers vide et nuit. 271. Et alors qu'elle s'est mise à la photographie pour fixer les visages de ceux qui l'entouraient, s'affirme une nouvelle fois clairement la nature cryptique de son besoin, puisqu'elle cherche à dépister à travers les portraits qu'elle réalisait d'eux les traces enfouies d'autres images et d'impondérables ressemblances. 257. La crypte intérieure s'affirme toujours plus et prend un caractère de saisie compulsive. Quelque chose en eux se dissolvait, se transformait. Il dérivait à rebours, emportant son présent familial vers des immensités obscures s'ouvrant toujours davantage sur le passé. Dans le visage de ses deux fils encore si pleins des rondeurs de l'enfance, elle entrevoyait celui de ses frères morts à 18 et 20 ans pour la gloire d'un empire disparu avec eux, et celui de Jacob, le dernier frère devenu fou. 272. Ce passé la rattrapera, et emportera sa vie. La guerre revient, abominable, et elle est déportée puis exterminée avec ses 5 enfants. 2. La nature. En opposition avec les déchaînements de la guerre, la nature, indifférente aux remous du monde, continue son train. L'éclosion du printemps et le chant des oiseaux en plein champ de bataille soulignent le contraste d'une nature imperturbable et du monde des hommes en proie au mal. Ce thème prendra une place importante dans Zeti il-Soum, où l'auteur soulignera combien la jeune femme d'origine juive, recluse dans sa chambre pendant la guerre, puisait une grande force dans le renouveau de la nature au printemps, dans le fait que la puissance et la permanence de la nature l'aidaient à accepter sa propre petitesse, sa finitude, et à faire face à l'oppresseur avec stoïcisme. De la même manière, lorsque Nuit d'Or à la fin du livre des Nuits, à l'instar de Job, a perdu tout ce qui lui était cher et qu'il n'a plus la force de poursuivre sa route, c'est la nature qui lui donne un nouvel élan et le réconcilie avec Dieu. Seule la terre demeurait la même, immuablement, corps infiniment millénaire doué d'une force fantastique, prête à poursuivre sans faillir ses cycles éternels. 299 à 300. Et c'est ainsi qu'il parvient à une nouvelle conception de Dieu en accord avec son expérience tellurique et cryptique de la vie. La pensée impossible de Dieu venait de faire retour en son cœur. Mais ce n'était plus ce Dieu qui si longtemps avait siégé à la pique du monde, tout là-haut. C'était un Dieu sans visage et sans nom, transfondu dans la terre, fait de pierre, de racines et de boue. Un Dieu terre, se dressant tout autant en forêt et montagne que coulant en fleuve ou encore courant en vent, en pluie et en marée. 300. 3. Les rêves. Les rêves constituent un exutoire bien particulier en ce que, ouvrant l'accès à l'inconscient des personnages, ils mettent en évidence de façon privilégiée leur crypte. Le plus troublant et le plus mystérieux est sans doute celui de sang bleu, qui apparaît comme l'épure d'une crypte ouverte en elle par une éclipse de soleil suivie d'un champ prodigieux se déployant dans l'espace vide d'elle-même devenue tout entière crypte, dépossédée entièrement d'elle-même, rendue pure caisse de résonance d'un chœur de voix céleste. À la suite de quoi, elle est devenue l'espace de ce chant qui se renouvelle chaque vendredi, 217 à 218. Comment l'expliquer ? Enfant abandonnée, réputée fille de pute, 216, en proie donc elle aussi à cette malédiction ancestrale transmise par les mères qui parcourent toute l'œuvre germanienne, une malédiction liée ici plus précisément à la sexualité. Sang bleu est affublé par celui qui l'a recueilli du nom pompeux d'elle-mainte présentation du Seigneur Marie, qui redouble cette malédiction en la consacrant à Dieu, EI, et à la présentation de Jésus au temple, fête liée à la purification de la Vierge. La voilà donc investie d'un interdit de sexualité, et à l'âge de 15 ans, âge symbolique d'entrée dans l'ordre de la sexualité, elle est agressée et quasiment violée par le marquis qui l'a recueillie, sous prétexte qu'elle ressemblerait beaucoup à sa fille Adolphine, morte justement à 15 ans, sa devancière et son double. Or ce marquis a par ailleurs édifié une véritable crypte pour sa femme et ses 2 filles mortes. C'est le traumatisme du viol qui déclenche le rêve, qu'on peut expliquer comme une recherche de protection auprès des puissances transcendantes pour conjurer la menace et l'agression, rêve de sidération et de transport dans un ailleurs.
réponse élaborée comme une recherche d'harmonie et de paix intérieure, à la suite de quoi Sembleu se retrouve dépouillée de toute sa pilosité et devient totalement absente au monde pour s'en être échappée à l'âge de 15 ans. 217. Vidée de toute volonté propre, elle est devenue pure oblation et répond invariablement « Me voici » à tous ceux qui l'interpellent. L'éclipse initiale du Soleil, c'est le signe que le monde pour elle s'est écroulé par abandon du Père, par trahison de celui-là même qui devait la protéger. Son rêve marque à la fois son traumatisme et sa manière de le sublimer en faisant un cœur céleste, cosmique. C'est une manière de dépasser la sexualité tout en intériorisant la jouissance, en s'absentant elle-même de ce fantasme. Et le fait que ce rêve revienne tous les vendredis, jour rituel de pénitence et de la Passion dans la liturgie catholique, et qu'elle en attende le retour, et sa manière de se montrer fidèle à sa dévolution à l'interdit de la sexualité en même temps que de répéter le traumatisme de son viol, c'est sa manière d'intégrer, en la sublimant et en la ritualisant, une sexualité conçue comme une opprobre. Son rêve dit à la fois la cassure de sa personne et de sa vie, éclipse qui devient symbolique du viol sur quoi s'ouvrira l'enfant Méduse, cheveux et poils perdus, c'est-à-dire manière de revenir à son corps d'avant l'irruption de la sexualité en elle, mémoire anéantie, monde qui reflue, et installe en elle le chant merveilleux qui transfigure cette place de l'autre en elle, qui sublime ses sensations en organisant son corps comme un instrument de voix céleste. Et ce chant, c'est ce que percevra Nuit dehors, l'animant dans ses ébats amoureux jusqu'à le transformer en cri, tout comme aussi Benoît Quentin, l'enfant disgracié et bossu, 219 à 220. Sembleu passera elle aussi de l'audition à la voyance quand l'image de l'éclipse solaire qui inaugurait son grand rêve de chaque vendredi s'était soudain déchirée, 222. Alors elle retrouve la mémoire de chaque jour de sa vie, réintègre son passé et voit les deux figures de celle qui avait jeté l'opprobre sur sa sexualité. La figure d'Adolphine momifiée dans sa chasse, grimaçante, et même le visage de sa mère, de cette mère qu'il avait abandonnée sitôt mise au monde. 227. Comme dans la chanson des Mal-aimants. Elle revoit tout, après quoi, rentrée en possession de sa vie, elle meurt brisée comme un arc. Or l'arc, c'est celui de son désir, de sa libido tendue de toute cette malédiction qu'elle a incorporée et ritualisée en elle. L'arc qu'elle est devenue et qui n'a plus de raison d'être se brise alors en un gigantesque coït cosmique qui donne naissance à une rose mystique qui symbolise sa vocation de martyr, desservante d'une religion de la sexualité sublimée. Ce fut tout son corps qui prit le forme d'un arc. Et il tira une dernière fois son rêve comme un projectile acéré à l'excès. Le chant la transperça en trombe, transfondant dans sa course tous les sons en une unique stridence qui percuta le disque noir de l'éclipse. Il y eut alors un fantastique coup de cymbale frappé par les deux astres décrochés, et de ce heurt rejaillit la rose violacée qui s'ouvrit alors sur un cœur rotatif, d'un jaune fluorescent. 227 à 228. Les deux rêves de Victor Flandrin nous font directement accéder au fantôme de sa crypte, comme l'indiquent leurs deux ouvertures. Il fit un rêve. À moins que ce ne fût le loup qui rêva à travers lui, 74. Il rêva tout éveillé, à moins que ce ne fût Margot qui rêva à travers lui, 233. Une semblable formule reviendra à la fin de son existence, après le désastre de l'extermination de Ruth. En fait, peut-être n'était-ce pas même lui qui veillait ainsi dans la nuit, c'était la nuit elle-même qui veillait à travers lui en lui. Il n'était plus qu'un lieu vide, 324. Personnage éminemment cryptique, dépossédé de lui-même, Victor Flandrin devient un médium qui accueille ses visions prémonitoires. Nous parvenons alors au cœur de la nuit de l'épilogue, Nuit, nuit, la nuit. Mais déjà dans ces deux rêves précédents s'expriment des images éminemment chtoniennes préludant à la guerre. Forêts d'arbres en armure qui deviennent une armée en marche comme dans Shakespeare, femmes prêtes à accoucher que le vent emporte, villes livrées à de grands poissons glissant à travers les maisons dont les murs se liquéfient au fur et à mesure de leur passage, et à un loup qui joue de la scie, personnage qui secoue un tapis comme dans Opéra muet dont un visage se détache et tombe, 74 âmes 75. Ainsi le rêve ouvre-t-il les vannes des malheurs à venir transfigurés par une imagination poétique qui mêle tous les ordres de la nature. Le deuxième rêve, tout éveillé, présente des visions fantastiques et toujours chtoniennes des horreurs de la déportation et de la Shoah, sous les auspices d'une sorte de Lorelai en jupon, 233 à 235. La dernière nuit, sur laquelle se clôt le roman rejoint de nouveau l'univers des contes, lorsque Nuit dort à son agonie,
voit une femme vêtue d'une robe rouge comme du sang, vider ses poches d'objets de toutes sortes ayant rapport avec sa vie, comme si elle se débarrassait de ce qui a fait l'existence de notre héros. Le rêve tourne au cauchemar lorsqu'il voit des wagons à bestiaux qui emportent les siens. Puis il voit un livre, le livre, celui probablement que nous avons rencontré dans l'épigraphe de la thèse et que nous retrouverons en tête de Nuit d'ambre, celui de la prise de conscience d'un cri. Au comble de l'agonie, Nuit d'or, le centenaire, redevient enfant lorsqu'il appelle non pas sa mère mais sa grand-mère. Et comme dans les contes, celle-ci accourt immédiatement prononçant ces paroles réconfortantes « Je suis là. Dors. Dors maintenant » 336. Enfin arrive Charles Victor, qui annonce le roman suivant tout en soulignant la thématique de l'enfant abandonné et son désir de symbiose avec la mère. 4. Le mysticisme et Dieu. Aux profondeurs cryptiques et au déchaînement du mal répondent diverses formes de don de soi et d'aspiration à Dieu. Un premier exemple en est donné par le personnage de Mathilde. Une curieuse malédiction semble peser spécialement sur les filles du clan Péniel, vouées à ne jamais enfanter ou presque. Mais le cas de Mathilde est extrême. À la mort de sa mère Mélanie, à l'âge de 7 ans, elle offre radicalement sa vie à son père comme Herminie Victoire l'avait fait avant elle. Elle lui dit « Je suis là », formule qui fait écho à celle d'Abraham répondant à Dieu « Me voici » Genèse 22,1, et que Sylvie Germain considère à la suite de Lévinas comme le signe de la disponibilité sans mesure, PV 261, du don de soi permettant de surmonter toute détresse. Chez Mathilde, l'offre de soi présente immédiatement un caractère exclusif. « Je ne te quitterai jamais. » Jamais, c'est vrai. Et jamais ne mourirai sic, 114, ajoute-t-elle, voulant faire plus encore que compenser la mort de sa mère. Or, précise aussitôt le narrateur, Mathilde devait effectivement passer sa vie à tenir sa promesse, soulignant ainsi le caractère tragique et irrévocable d'une telle résolution par laquelle elle sacrifie sa vie pour se faire autre et se consacrer exclusivement à son père. Cependant, tout à sa propre crypte, son père ne semblera jamais prendre conscience du sacrifice qu'elle lui a fait. Violette Honorine se sacrifiera elle aussi à son tour, mais d'une toute autre manière, mystique et non plus terrestre. Là encore, ce sacrifice témoigne initialement d'une fixation au père, puisque c'est à la suite de la grande scène blasphématoire où Nuit d'or se déchaîne contre Dieu lorsque Margot sombre dans la folie qu'elle sent couler du sang de la tache de sa tempe. Et cet événement manifeste combien elle a hérité de la crypte maternelle, et combien sa vocation mystique, qui la met sur la voie de Thérèse de Lisieux, est une tentative de rachat et d'expiation du mal qui s'est emparé de sa famille. Elle se fait Messie au sens de Lévinas que cite Sylvie Germain. Le Messie c'est le juste qui souffre, qui a pris sur lui la souffrance des autres. PV 59. Dans la logique de cette vocation, Violette Honorine entrera donc au couvent et ira jusqu'à mourir par compassion devant la détresse humaine. Mais Nuit d'or ne comprendra rien non plus à cette nouvelle logique d'un sacrifice qui lui paraît vain, déplorant de voir sa fille recluse, pour l'amour d'un Dieu imaginaire. Ce Dieu qui ne faisait semblant d'exister que pour abuser, humilier et affliger les hommes 271. C'est qu'il a bien évolué depuis le temps de sa jeunesse, où, dans son bonheur paisible, il aurait pu baptiser la ferme de Mélanie à l'aplomb de Dieu. Car dans sa foi simple d'alors, vide de toute image et de tout sentiment, il avait besoin d'un Dieu transcendant sans lequel, le monde, n'étant plus suspendu à la verticale de son point d'attache, se serait écroulé pour s'aplatir dans le chaos 95. Cette croyance lui suffisait, et il se tenait à l'écart des pratiques religieuses. La seule fête digne de Dieu, selon lui, était la Pentecôte qui commémore la manifestation de sa présence par un grand coup de vent et des langues de feu. Car le vent, élément préféré de Nuit d'or, rend inutiles les paroles des hommes et témoigne de l'infini. Nuit d'or gueule de loup n'aimait rien tant que le vent qu'il ne se lassait jamais d'écouter courir en sifflant ou feulant. Et il ne pensait pas autrement à la mort que comme à un ultime coup de vent vous arrachant le cœur accru pour l'emporter dans son élan là-haut, tout là-haut, dans une trouée du CICL. 96. Nuit d'or offre donc d'abord l'exemple d'une foi toute simple, naturelle, personnelle, dans laquelle le souffle divin joue un rôle essentiel, à l'écart des appareils religieux. Une foi qui accomplit cette parole du Christ que reprend Sylvie Germain dans Le vent ne peut être mise en cage. Viendra un jour où l'on adorera Dieu en esprit et en vérité, et non pas dans un temps. Or, c'est cet accord avec Dieu qui s'est trouvé anéanti lorsque Nuit d'or perd sa femme,
puis l'un de ses fils, et que finalement l'une de ses filles, abandonnée par son fiancé, devient folle. Comme autrefois Théodore Faustin, il laisse d'abord éclater sa colère contre Dieu après la mort de Mélanie, manifestant d'une façon archaïque avec sa tête de cheval l'injustice de celui à l'aplomb duquel la mort surgissait toujours sans rime ni raison, 116. Puis pendant la guerre, tandis que Juliette continuait à mettre son espérance en Dieu, dans les mains déchirées de Dieu, écrivait-elle, le mal ne peut que tomber et toute souffrance disparaître dans les trous de ses blessures, 164. Nuit d'or voit se confirmer le fait que seule la mort triomphe, la voyant surgir en une longue cohorte dans l'œil de son fils rentré seul et qui se présente comme une véritable crypte des morts, à commencer par Théodore Faustin. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.